Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un poids lourd de l'EDN, un sujet qui tombe tout le temps et qui est super rentable, le jour J. L'item 330, la prescription et la surveillance des dermocorticoïdes. Vraiment, c'est un outil thérapeutique essentiel et l'idée ici, c'est qu'à la fin de cette session, vous le maîtrisiez sur le bout des doigts. Alors, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat. Un des plus gros freins qu'on rencontre en pratique, c'est la fameuse corticophobie. Vous savez, cette peur des corticoïdes. Elle vient souvent d'une confusion avec les effets des traitements par voie générale, par voie systémique. Et pourtant, notre source le dit bien, cette mauvaise réputation, elle n'est pas justifiée. Quand on respecte les règles, on évite les effets secondaires dans la quasi-totalité des cas. C'est tout l'enjeu, savoir bien prescrire, pour être efficace, être sûr et pouvoir rassurer nos patients. Voilà le programme. On va commencer par les bases, les mécanismes d'action. Ensuite, un morceau très important, la classification. Ça, c'est à savoir par cœur. Puis, on passera au concret, les indications, comment on prescrit en pratique. Et on terminera avec les effets secondaires, la surveillance et bien sûr un récapitulatif avec l'essentiel pour l'EDN. Alors, une petite introduction pour commencer. Il faut bien se rendre compte que les dermocorticoïdes, ça a été une vraie révolution en dermato. Imaginez un peu avant, contrôler un eczéma sévère ou un psoriasis, c'était une autre histoire. Ce qui a tout changé, c'est leur double casquette. D'un côté, une action anti-inflammatoire super puissante, et de l'autre, une action anti-proliférative. En gros, ça calme le feu de l'inflammation et ça freine le renouvellement de la peau qui s'emballe. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Mécanisme et classification. Comment ça marche concrètement et surtout comment on les classe. C'est la base pour comprendre comment bien les utiliser, de façon logique et efficace. Ok, alors l'action des dermocorticoïdes repose sur 3 grands piliers. Premièrement, l'effet anti-inflammatoire. C'est vraiment le plus important, celui qu'on recherche le plus. Il va bloquer des voies majeures de l'inflammation, comme la voie NF-κB. Deuxièmement, l'effet antiprolifératif. Ça agit sur la multiplication des cellules de la peau, les kératinocytes. C'est super efficace dans le psoriasis par exemple. Mais attention, c'est aussi ce mécanisme qui peut causer l'atrophie de la peau si on l'utilise mal. Et enfin, troisièmement, un effet immunosuppresseur local qui aide à calmer le système immunitaire quand il s'emballe un peu trop. Le chiffre à retenir, c'est 4. Il y a 4 niveaux de puissance, 4 classes. Et attention, cette classification, elle ne sort pas d'un chapeau. Elle est basée sur des choses très objectives. D'une part, le test de vasoconstriction de Mackenzie. En gros, on mesure le blanchiment de la peau. Et d'autre part, les résultats des études cliniques. C'est ça qui nous permet de dire, pour telle maladie, sur telle zone, il me faut tel niveau de puissance. Bon, ce tableau, c'est la diapo à connaître par cœur, vraiment. Mais au-delà du par cœur, il faut comprendre la logique. Tout en haut, la classe 4, le très fort, avec le clobétasol propionate. Ça, c'est l'artillerie lourde. On le réserve pour les lésions très épaisses, très lichenifiées, genre un psoriasis des paumes ou des plantes. Et toujours sur une durée très courte. Tout en bas, la classe I, la plus faible, l'hydrocortisone. C'est le seul qu'on peut, à la rigueur, utiliser sur des zones fragiles comme le visage ou chez le tout petit, mais avec une prudence extrême. Et entre les deux, vous avez les classes 3 et 2, les forts et les modérés, comme les bêta-métazones. Ça, c'est ce qu'on utilise le plus souvent pour l'eczéma ou le psoriasis du corps. Maintenant qu'on a vu les outils, voyons le mode d'emploi. Quand est-ce qu'on les utilise? Et surtout, quand est-ce qu'on ne les utilise pas? C'est la partie raisonnement clinique. Ce tableau est très clair, c'est une vraie dichotomie. À gauche, les indications. Pensez dermatose inflammatoire non infectieuse. L'eczéma et le psoriasis sont les exemples parfaits. Et à droite, les contre-indications, les never. Pourquoi on n'en met jamais sur de l'acné ou de la rosacée? Parce que le risque, c'est un effet rebond terrible, avec une dermatite cortico-induite qui peut être bien pire que la maladie de départ. Et sur une infection, c'est non aussi, évidemment. L'effet immunosuppresseur local ferait flamber la bactérie, le champignon ou le virus. On en arrive au cœur du métier, à la pratique pure. Comment on fait une bonne prescription? Une ordonnance qui soit béton, claire et qui serve vraiment de guide pour le patient. Pensez à ces 5 points comme une checklist de sécurité. Il faut tout cocher. Si vous en oubliez un seul, vous risquez soit que le traitement ne marche pas, soit de provoquer des effets secondaires. Donc, systématiquement, on vérifie que ces 5 éléments sont bien sur l'ordonnance. Le choix de la forme, la galénique, c'est super important. C'est pas juste une question de confort. La pommade, c'est gras. Ça fait un film occlusif sur la peau, ce qui augmente la pénétration du produit. C'est donc parfait pour les lésions très sèches, très épaisses, qui pèlent. La crème, c'est plus léger, moins gras. C'est le choix standard pour la plupart des lésions, surtout si elles sont un peu suintantes ou dans les plis. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les lotions ou les gels, qui sont beaucoup plus pratiques pour les zones avec des poils, comme le cuir chevelu. Là, on touche à un concept de pharmacologie qui est absolument clé, l'effet réservoir. Qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, le dermocorticoïde va s'accumuler dans la couche la plus superficielle de la peau, la couche cornée, et il va être libéré petit à petit. C'est grâce à ça qu'une seule application par jour, ça suffit. C'est inutile et même contre-productif de l'appliquer 2 fois par jour. Ça n'améliore pas l'efficacité, par contre ça augmente le risque d'effets secondaires et ça coûte plus cher. Ça, c'est un point super important à expliquer aux patients. Pour la quantité, comment on fait? Souvent, les gens n'en mettent pas assez à cause de la corticophobie. L'outil génial pour ça, c'est l'unité phalangette. C'est très simple, c'est la quantité de crème ou de pommade qu'on met sur la dernière phalange de son index. Et cette quantité, une unité phalangette, elle permet de traiter une surface qui correspond à 2 paumes de main. C'est simple, c'est visuel, ça donne un repère hyper concret et ça rassure tout le monde. Et pour arrêter le traitement, comment on fait? Eh bien, ça dépend. S'il s'agit d'un problème aigu, disons un eczéma de contact une fois que vous avez enlevé l'allergène, on peut arrêter d'un coup qu'on s'est guéri. Par contre, pour une maladie chronique comme la dermatite atopique, là c'est différent. Il faut absolument arrêter progressivement, en espaçant les applications, tous les 2 jours, puis tous les 3 jours, sinon c'est l'effet rebond assuré. On peut même prévoir un traitement d'entretien, par exemple 2 fois par semaine, sur les zones qui sont souvent touchées pour éviter les rechutes. Bon, parlons maintenant des effets secondaires. Le but n'est pas de les cacher, au contraire, c'est de bien les connaître pour pouvoir les éviter. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec une prescription bien faite et une bonne surveillance, on y arrive dans l'immense majorité des cas. Ce tableau nous donne une vue d'ensemble des risques. Passons-les en revue. Numéro 1, l'atrophie. La peau devient plus fine. Numéro 2, les dermatites qui ressemblent à de la rosacée, qu'on voit surtout sur le visage quand c'est mal utilisé. Numéro 3, les infections. Comme le dermocorticoïde calme l'immunité locale, il peut faire flamber un champignon, un herpès. Numéro 4, les effets sur les yeux, c'est rare mais c'est grave, comme le glaucome si on en applique longtemps sur les paupières. Numéro 5, les effets hormonaux, comme une pilosité qui augmente localement, ou des effets généraux, mais ça c'est vraiment exceptionnel. Et enfin des choses plus diverses, comme des changements de couleur de la peau, ou même une allergie au produit lui-même. Faisons un zoom sur les 2 problèmes locaux qu'on voit le plus. D'abord, l'atrophie. Cliniquement, ça donne cet aspect de peau en papier à cigarette, on peut voir des petits vaisseaux, des télangiectasies ou même des vergetures. C'est directement lié à l'effet du produit sur les cellules qui fabriquent le derme. Et ensuite, les fameuses dermatites rosacéiformes. Ça, c'est vraiment la conséquence typique d'une mauvaise utilisation sur le visage. C'est pour ça, et on le répète, que c'est une contre-indication absolue dans l'acné et la rosacée. Il y a d'autres risques à avoir en tête et qui sont cruciaux. D'abord, attention aux infections masquées. L'effet anti-inflammatoire peut complètement cacher les signes d'une mycose, par exemple. C'est ce qu'on appelle la tinea incognito. Ensuite, le risque pour les yeux. Même si c'est rare, le glaucome ou la cataracte, ça existe. C'est la raison pour laquelle on ne prescrit jamais de dermocorticoïdes forts sur les paupières. Et enfin, un grand classique, un piège typique de l'EDN, l'eczéma de contact allergique aux dermocorticoïdes. C'est le paradoxe total, le traitement qu'on donne pour soigner l'eczéma est en fait ce qui l'aggrave. Ok, on arrive au bout. C'est le moment de la synthèse, le concentré de ce qu'il faut absolument retenir pour le jour J pour cartonner sur cet item. Donc, en pratique, avant de valider votre ordonnance, un dernier check rapide dans votre tête. 1. La DCI. Est-ce que j'ai la bonne classe? 2. La forme. Crème, pommade, c'est adapté. 3. Le rythme. Est-ce que j'ai bien mis 1 fois par jour? 4. La quantité et la durée. C'est bien défini. 5. Ai-je prévu un suivi pour évaluer l'efficacité et la tolérance? Et 6. La surveillance. Ai-je prévenu des signes à surveiller? C'est cette rigueur-là qui change tout. Pour résumer tout ça en une phrase, choisir un dermocorticoïde, ce n'est pas anodin. C'est un vrai acte médical qui dépend du diagnostic, de l'endroit du corps et de l'âge du patient. Une prescription complète, avec une bonne explication, c'est la clé du succès. Et n'oubliez jamais que le suivi fait partie intégrante du traitement, surtout pour les maladies chroniques. Allez, une dernière petite question pour la route. Un cas clinique. Imaginez, un eczéma qui ne s'améliore pas, ou même qui s'aggrave, alors que le traitement par dermocorticoïde semble bien mené. À quoi il faut penser en premier? C'est exactement la situation qui doit vous faire allumer une lumière rouge dans la tête et penser à une allergie de contact. Soit au corticoïde lui-même, soit à un des excipients de la crème. Voilà, on a fait le tour de cet item essentiel. J'espère que c'est plus clair et que vous avez toutes les cartes en main pour bien prescrire les dermocorticoïdes. Bon courage pour la suite de vos révisions et à bientôt!